Des constructions de pointe les plus époustouflantes de la planète. C'est incroyable qu'on ait réussi à construire cette immense parabole ici. Le télescope FAST est le plus grand jamais construit. Aux machines modernes les plus puissantes. Nous sommes sur le vaisseau le plus long, le plus large et le plus lourd au monde. Rien n'aurait été possible sans les inventeurs de génie du passé. C'est une machine extraordinaire. C'est une vraie légende de l'automobile française. Elle est de toute beauté. C'est incroyable qu'ils aient réussi à construire un pont avec un tel courant. Dans cet épisode, nous allons assister à une véritable prouesse technique, à une échelle gigantesque. C'est l'un des plus grands projets jamais réalisés. Mais c'est ce qu'on aime en tant que pilote. On a besoin de défis. Repoussant ainsi les limites de l'ingénierie. Rien que les portes sont énormes, l'équivalent d'un immeuble de 11 étages. Nous étudierons les plus audacieuses inventions du passé. C'est vraiment énorme. Je suis toute excitée. Voici la citerne basilique. Ça ressemble plus à une cathédrale qu'à une structure fonctionnelle. Qui ont permis de rendre l'impossible possible. La circulation maritime est essentielle au commerce international et à la prospérité mondiale. Les échanges par cargo constituent environ 90% du commerce dans le monde et plus de 10 milliards de tonnes de marchandises sont transportées chaque année par voie maritime. Depuis plus d'un siècle, le canal de Panama constitue une voie essentielle pour le commerce entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. La seule autre voie possible fait le tour de l'Amérique du Sud. Elle coûte bien plus cher, nécessite 2 semaines de voyage et plus de 3 millions de litres de carburant supplémentaires. Mais en 2006, l'ingénieur Luis Ferreira et son équipe ont dû faire face à un problème de taille. Le canal de Panama tel qu'il a été construit pose problème. Les cargos sont de plus en plus gros et ils ne passent plus sur le canal. Au cours du siècle passé, la taille des bateaux a considérablement augmenté. Ce cargo récent peut en effet transporter 3 fois plus de marchandises que ses prédécesseurs. Il est tellement grand qu'il ne peut tout simplement pas passer sur le canal existant. Il nous faut un canal plus large. Il faut alors envisager un chantier aux proportions formidables. Le projet d'élargissement du canal de Panama implique de nouvelles écluses, dont chaque chambre mesure la longueur de 4 terrains de football. Chaque porte séparant les chambres a la même hauteur qu'un immeuble de 11 étages. Il faut extraire 150 millions de mètres cubes de terre afin de creuser les nouvelles écluses et un canal plus large. 4,4 millions de mètres cubes de ciment sont coulés pour recouvrir 192 000 tonnes de structures en acier. Tout cela afin de créer un canal de 77 km de long, capable d'accueillir les plus gros bateaux du monde. La construction n'est donc pas chose facile. C'est un défi énorme. N'oublions pas que le canal doit franchir des montagnes pour atteindre son but. De nos jours, les cargos sont tellement larges que le projet d'élargissement doit s'étendre au-delà du canal existant afin d'y inclure l'entrée dans les ports à chaque extrémité. Le directeur du projet, Jorge de la Guardia, le sait bien. La modification du paysage, que ce soit sous l'eau ou à la surface, est une tâche titanesque. On voit ici le canal d'approche. Il a fallu le rendre plus profond et plus large pour la navigation. Et c'était un vrai défi d'ingénierie, parce que la roche est très dure. Et dans certaines zones, la surface du sol est très boueuse. C'est ce qui nous a vraiment posé problème. Pour un projet aussi gigantesque,
Il a fallu une solution à sa mesure. Voici D'Artagnan, l'une des plus grosses dragues suceuses à désagrégateurs. D'Artagnan va devoir faire face au problème le plus important sur ce chantier. À l'extrémité du canal du côté Pacifique, la roche très dure qui constitue le sol gêne le passage des plus gros cargos. Il a fallu préparer ce canal d'approche pour la navigation de bateaux plus gros à la quille plus profonde. Mais D'Artagnan a été conçu pour se charger des blocs de roche les plus solides. Les têtes de désagrégation sont contrôlées informatiquement, comme celles des tunneliers. Ces têtes réduisent en miettes la couche rocheuse, avant d'aspirer les débris grâce à une pompe gigantesque. La désagrégation et l'excavation produisent d'énormes quantités de débris et créent donc un problème qui semble assez insoluble. Il nous fallait de la place pour entreposer toute la matière qu'on extrayait. Mais un endroit où déposer 50 à 60 millions de mètres cubes de terre, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Non loin de là, un grand terrain vague semblait constituer l'endroit idéal. Mais cette solution risquait d'avoir des conséquences fatales. C'était une zone contaminée. On ne pouvait pas y marcher ou s'en servir parce qu'elle était pleine d'engins explosifs encore actifs. Ce terrain a en effet autrefois servi de champ de tir à l'armée américaine. Il était depuis resté jonché de munitions encore fonctionnelles. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont dû faire appel à l'une des grandes inventions de l'histoire. Andrew Steele est physicien. Il se rend sur la côte méridionale de l'Angleterre, qui avait été fortifiée dans les années 40 pour contrer une potentielle invasion nazie. Quand on a affaire à un terrain jonché d'engins explosifs, il y a toujours un risque que quelqu'un marche dessus et se fasse exploser. Une armée s'est servie de ce terrain pour en faire une arme, comme une ligne de défense. C'est un champ de mines. Ces centaines de mines constituaient un obstacle infranchissable. Andrew va se servir de ce poids pour nous montrer le problème posé par les mines. C'est un jeu d'enfant. Il suffit de creuser un trou, de déposer la mine et de la recouvrir de sable. Et là, on ne peut même pas se douter de quoi que ce soit. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de mines sont posées sur les plages britanniques pour contrer les invasions. Mais les Anglais rencontrent un problème. La même technologie est utilisée contre eux sur un autre front. En Afrique du Nord, l'armée allemande avance et protège ses troupes d'une contre-attaque en créant d'immenses champs de mines. C'est Józef Stanislas Kozaki, un ingénieur polonais évadé de prison, qui finit par trouver une solution. Voici ce qu'il a inventé. Il s'agit en fait d'une version un peu plus moderne de l'invention de Kozaki. Cet engin se sert des principes de l'électromagnétisme et de la résonance pour détecter des objets métalliques cachés. Tout objet vibre à une certaine fréquence, comme une cloche. Tout comme lorsqu'on frappe un objet, le courant qui traverse une bobine électrique fluctue à une fréquence donnée. Il peut également induire un autre courant dans une bobine placée à proximité. Si les deux bobines ont naturellement la même fréquence, le courant dans la seconde bobine va s'amplifier ou résonner de plus en plus fort. L'invention de Józef Kozaki, c'est un appareil portatif se servant de ce principe pour détecter la présence de métal. Là, on a une version légèrement simplifiée pour vous montrer comment ça marche. On a ici deux bobines qui vont bien sûr nous servir à détecter le métal. Et puis, on a également un amplificateur. Et pour pouvoir entendre ce qui se passe, on a aussi une enceinte. On va brancher tout ça et voir comment ça marche. On a nos deux bobines qui sont reliées à ces deux longs fils. On va commencer par brancher le câble de sortie de la bobine sur l'entrée de l'ampli. Ensuite, on n'a plus qu'à brancher le fil de sortie de l'ampli sur l'entrée de la deuxième bobine. On branche le rouge dans le rouge et le bleu dans le bleu.
Là, tout est en place pour avoir une boucle de retour. L'entrée de l'ampli est alimentée par l'une des bobines, qui elle-même ressort amplifiée et alimente la deuxième bobine. Cela signifie que si on a une connexion suffisante entre les deux bobines, on a un potentiel suffisant pour que le même signal tourne en boucle et sonne de plus en plus fort. C'est exactement ce qui se passe si on approche un micro trop près des enceintes. La dernière chose à faire, c'est de connecter l'ampli à l'enceinte, ce qui nous permettra d'entendre ce qui se passe dans le circuit. Maintenant, on y va, on part chercher la mine. Le signal qu'on entend en fond sonore est dû au fait que les bobines sont très proches l'une de l'autre. De cette façon, il suffit d'une très légère présence métallique pour amplifier l'interaction entre les deux bobines. Maintenant, voyons si je parviens à retrouver la mine que j'ai posée. Ah, voilà, je pense qu'on a du métal caché ici sous le sable. Je vais retirer mon détecteur. Et puis, voilà. Les doigts dans le nez. On a retrouvé la fausse mine qu'on a cachée tout à l'heure. Joseph Kozaki a inventé le tout premier détecteur de métaux portatif. En 1942, la production du détecteur de Kozaki a été lancée. À l'automne de la même année, 500 détecteurs ont été expédiés en secret aux forces alliées près du Caire. Par conséquent, lors de la célèbre bataille d'El Alamein, les ingénieurs britanniques ont réussi à se frayer un chemin à travers les champs de mines allemandes. Cela a sans doute contribué à une victoire décisive pour les Alliés. L'appareil qu'il a conçu a eu tellement de succès que la première version qu'il a inventée pour la Seconde Guerre mondiale est encore utilisée aujourd'hui pour nettoyer les champs de mines et détecter les munitions encore actives. Sur le chantier d'élargissement du canal de Panama, l'équivalent moderne de l'invention de Kozaki a permis de nettoyer le terrain vague et d'en extraire les engins dangereux. On a engagé des équipes spécialisées dans ce genre de mission. Ils ont travaillé zone par zone. Ils ont passé tout le terrain au crible très minutieusement. Chaque fois qu'ils détectaient quelque chose, ils marquaient l'endroit. Puis des démineurs sont venus extraire les engins. Ensuite, ils ont tout empilé et ils ont fait exploser tout ce qui était encore fonctionnel. Plus de 3000 engins explosifs ont été extraits et détruits. C'était l'une des plus grosses difficultés. Dieu merci, personne n'a été blessé, il n'y a eu aucun incident. Et on a nettoyé 460 hectares de terrain miné. Le chantier d'élargissement du canal de Panama a débuté pour que les gigantesques cargos modernes puissent emprunter ce raccourci entre les océans Atlantique et Pacifique. Certaines sections du canal d'origine, datant de 1914, sont approfondies et élargies afin de pouvoir accueillir d'énormes cargos comme celui-ci. Stand-by à tribord. On coupe. Coupé à tribord. Moteur coupé à tribord. Les bateaux qui peuvent emprunter le canal existant peuvent transporter entre 4000 et 4500 containers. Celui-ci peut en charger entre 12 000 et 13 000. Mais Ilia de Majota, ingénieur en chef, le sait. Pour élargir le canal au point de faire passer ce genre de bateau, il faut s'attaquer à la topographie même de la région. Le canal de Panama permet de faire passer les bateaux d'un océan à l'autre, du Pacifique à l'Atlantique ou inversement, en traversant une chaîne montagneuse. Il faut faire passer un bateau par la montagne. Comment faire? Effectivement, comment faire passer un bateau de cette taille à travers une crête montagneuse? Ce défi serait impossible sans les innovations de grands inventeurs du passé. Le professeur Rhys Morgan, ingénieur, est venu jusqu'à la vallée de la Loire, en France, pour observer une construction qui a révolutionné à jamais le transport fluvial.
Au début du XVIIe siècle, le roi Henri IV a dû reconstruire un pays ravagé par des décennies de guerres de religion. Pour faire face à d'importantes pénuries de nourriture, le roi avait besoin d'un moyen rapide pour transporter les marchandises à travers le pays. Le transport par voie terrestre semblait la solution la plus évidente. Mais des bandits rôdaient dans la campagne et on ne pouvait transporter qu'une quantité limitée de marchandises. Principalement parce que les routes étaient en mauvais état et que les produits risquaient d'être endommagés. Au contraire, le réseau fluvial français offre une alternative viable. Le roi décide alors de construire un canal reliant la Loire et la Seine, créant ainsi une voie d'accès entre le nord et le sud. Mais il y a un souci. Entre les deux fleuves se trouve la ligne de partage des eaux, qui s'élève parfois jusqu'à 40 mètres. Un ingénieur en hydraulique de 31 ans, Hugues Cognier, cherche alors un moyen de faire naviguer les bateaux en montée. En ce début de XVIIe siècle, ce qu'il s'apprête à créer constitue une invention révolutionnaire. C'est ici, à Rogny-les-Sept-Écluses, que se trouve l'exemple le plus extraordinaire de l'innovation de Cognier. Il s'agit d'une échelle d'écluse, la toute première d'Europe. Elle comporte 7 chambres reliées entre elles, qui permettaient au bateau de monter une pente assez raide. C'est vraiment un superbe exemple de prouesse technique. L'échelle d'écluse de Cognier comporte une série de chambres aussi appelées biefs, qui font monter les bateaux de plus de 3 mètres d'un coup afin de franchir la ligne de partage. C'est assez bouleversant de voir la beauté de cette écluse. Il est difficile de réaliser qu'elle a été construite il y a près de 400 ans. Comment cela fonctionnait? Avant cette invention, il existait déjà une méthode appelée l'écluse à déversoir, ou pertuis. Il n'y avait qu'une seule marche entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas. Et c'était très dangereux. Une fois la porte ouverte, un torrent d'eau s'écoulait. Et il fallait tracter le bateau par la porte. Et on refermait la porte derrière le bateau. On voit bien les risques de cette méthode. C'était dangereux pour le bateau et pour les marchandises. C'était un très mauvais moyen de faire monter les bateaux. L'idée ingénieuse de Cognier fut de construire une seconde porte. De cette façon, l'écluse se compose d'une série de chambres isolées, dans lesquelles le niveau d'eau pouvait être ajusté si nécessaire. Le bateau entre au niveau le plus bas, et on ferme la porte derrière lui. Il est donc enfermé dans la chambre. Ensuite, on faisait lentement entrer l'eau, jusqu'à ce que le niveau d'eau soit équivalent dans les deux chambres. Ensuite, il est facile d'ouvrir complètement la porte sans que l'eau tombe en cascade. Le bateau peut ensuite passer en toute sécurité. Grâce à ces 36 écluses à sas, 12 d'un côté et 24 de l'autre, Cognier est venu à bout de la ligne de partage des eaux, donnant ainsi naissance au canal. Imaginez des milliers de barges qui montaient et descendaient grâce à ce système d'écluses. Quelle vision extraordinaire, un véritable chef-d'œuvre technique de construction. Le nouveau canal de Panama va se servir de l'échelle d'écluse d'Hugues Cognier pour l'appliquer à ses dimensions. Iliade Marotta, chef ingénieur, est chargé de la construction de 2 énormes écluses en escalier, une à chaque extrémité du canal. La construction d'une nouvelle écluse comporte beaucoup de défis techniques. Il y a un gros travail d'excavation à faire. Il faut déplacer beaucoup de terre, mais aussi réellement modifier la géologie de la zone. Parce qu'on part du niveau de la mer pour monter jusqu'au niveau de la montagne. Donc, on traverse différents types de sols. Pour ces nouvelles écluses, il faudra plus de 20 000 ouvriers pour extraire 62 millions de mètres cubes de roches et de terre. C'est l'équivalent de 2,6 millions de camions bennes. Les équipes construisent ainsi 6 chambres gigantesques,
grâce à 3,4 millions de mètres cubes de béton. Bien entendu, ces structures sont énormes et uniques. On a 3 chambres, chacune élève le bateau de 9 mètres. Le bateau monte donc de 27 mètres par un lac artificiel pour ensuite redescendre les mêmes marches à l'autre extrémité. Ce chantier titanesque a pris fin en juin 2016 et ce cargo tout neuf est sur le point de le tester. C'est la toute première fois qu'un bateau franchit les nouvelles écluses. Stand-by à tribord. Le vrai défi, c'était de construire un canal qui puisse laisser passer ce genre de bateau. Ce bateau va entrer dans cette chambre d'écluse, mesurant 427 mètres de long, sur 55 mètres de large. Chaque chambre est plus large qu'une piscine olympique dans sa longueur, mais il n'y a pourtant que quelques centimètres de marge de chaque côté de la coque. Mario Chong, pilote en chef, n'a pas droit à l'erreur. On coupe les moteurs. Tribord toutes. Tribord toutes. C'est un vrai défi. C'est un type de bateau différent qui nécessite plus de manœuvres. Il faut être très vigilant et manœuvrer les bateaux de façon différente. Changer nos habitudes par rapport aux anciennes écluses. Les bateaux sont plus lents à s'immobiliser. Au moindre mouvement mal contrôlé, d'un côté ou de l'autre, le risque d'accident est très présent, parce que ces bateaux sont énormes. C'est un vrai défi, mais c'est ce qu'on aime, nous les pilotes. On a besoin de défis. Les 2 immenses échelles d'écluses situées à chaque extrémité du canal sont conçues pour élever les bateaux de 27 mètres, soit à la hauteur d'un immeuble de 8 étages, pour atteindre la portion la plus élevée du canal. Mais l'ingénieur en chef Cheryl George le sait bien. Pour ces nouvelles écluses, le défi ne consiste pas simplement à agrandir les structures existantes. La plus grande difficulté dans la conception de ces écluses a résidé dans le choix du type de porte. Sur la plupart des écluses, ce sont des portes busquées qui ferment les chambres servant à faire monter et descendre les bateaux. C'est parti! L'avantage de ce système, c'est que la pression de l'eau resserre les portes, minimisant ainsi les fuites, à condition que les portes soient placées dans le bon sens. Lorsque l'écluse est plus large, les portes doivent l'être aussi. Mais dans ce cas, elles seraient tellement grandes qu'elles prendraient trop de place, et tellement lourdes qu'elles seraient difficiles à manœuvrer. C'est pourquoi les ingénieurs ont dû réfléchir à d'autres moyens de fermer les écluses les plus grandes. Tuija Lind est historienne. Elle est aujourd'hui en Finlande pour un événement particulier. Elle est venue assister à l'activation d'une porte étanche et innovante qui n'est actionnée que 2 fois par an. Nous nous trouvons au large d'Helsinki et nous approchons de l'une des plus grandes forteresses maritimes du monde. Cette citadelle tentaculaire s'appelle le Suomenlinna. Elle abrite l'une des plus grandes cales sèches en Europe qui soit encore en activité. Cette journée est la dernière occasion pour les bateaux d'entrer ou de sortir avant l'hiver. Dans une cale sèche, la clé de l'efficacité réside dans l'étanchéité des portes. En général, l'ouverture se fait par une large porte battante à 2 vantaux, mais qui est plus difficile à maintenir fermée et impose des contraintes importantes sur l'infrastructure. Encore pire, certains docks sont fermés par des portes à usage unique, faites de bois et de terre, que l'on démolit à chaque fois qu'il faut remplir la cale. En 1796, un architecte naval britannique, Samuel Bentham, eut une idée révolutionnaire. À Suomenlinna, on a un excellent exemple de l'invention de Bentham.
C'est incroyable. C'est vraiment titanesque. Appelé caisson, ce type de porte est un ingénieux système à mi-chemin entre une porte et une coque de bateau. Nous allons découvrir le secret de cette invention. Aujourd'hui, on va voir ce système inventé il y a 200 ans en action. Pour le moment, le caisson est rempli d'eau, comme la coque d'un bateau qui aurait coulé. On commence par ouvrir des vannes qui font entrer l'eau dans la cale. Je suis toute excitée. L'eau dans la cale a maintenant atteint le niveau auquel on peut commencer à pomper l'eau du caisson afin que la porte se mette à flotter. Rapidement, la porte se remet à flotter. Maintenant, la porte flotte. Je pense qu'on va bientôt pouvoir la détacher et la tirer dans la cale extérieure. Malgré ses 80 tonnes, la porte est facilement déplacée, tout simplement à l'aide de cordes tirées manuellement. On voit l'invention de Bentham en action. Et c'est incroyable. Elle a complètement résisté à l'épreuve du temps. Une fois la porte solidement fixée, les bateaux peuvent enfin entrer et sortir de la cale. C'est fantastique. Pour vider la cale à nouveau, le caisson est replacé à l'entrée. On le remplit ensuite d'eau, ce qui enfonce sa quille dans une fente ménagée dans la structure en pierre, au fond de l'entrée de la cale. Ainsi, le caisson crée une barrière étanche et on peut à nouveau pomper l'eau de la cale afin de la vider. L'idée qu'a eue Bentham d'une porte flottante a constitué un changement révolutionnaire dans le fonctionnement des cales sèches. Ce concept de porte flottante, on peut aujourd'hui le trouver sur les canaux, sur les docks, partout dans le monde. Pour les nouvelles écluses du canal de Panama, ce concept de porte flottante a été récupéré et transposé à l'échelle du chantier. Le projet d'élargissement comprend 16 caissons au total, fabriqués sur mesure en Italie, avant d'être transportés jusqu'au Panama. Chaque porte est énorme, l'équivalent d'un immeuble de 11 étages. Les caissons sont tous légèrement différents les uns des autres, selon l'écluse à laquelle ils serviront. Les portes destinées au lac pèsent environ 2500 tonnes en comptant toute la mécanique. Et celles qu'on trouve du côté Pacifique font à peu près 4400 tonnes. À la différence du caisson imaginé par Bentham, ces portes-là sont conçues pour se déplacer sur un système de rails. Cette opération n'est possible que grâce à leur flottabilité. La porte se déplace sur 2 systèmes de roues différents, mais les roues ne supportent pas 100% de son poids. Comme le caisson flotte, seulement 15% de son poids repose sur le système de roues. Ces énormes portes fonctionnent un peu comme un bateau. Ces portes à caisson roulant permettent aussi d'éviter un autre problème posé par les portes busquées. 2 portes sont placées à chaque extrémité de chaque écluse, afin de pouvoir procéder à des réparations en cas de panne, sans perturber le trafic des bateaux comme celui-ci. À 12 heures, je répète, à 12 heures. Il s'agit là d'un critère essentiel à la rentabilité du chantier.
On n'a qu'une voie, il est hors de question de la couper. Elle doit être opérationnelle 24 heures sur 24. Mais les accidents peuvent arriver et le canal n'échappe pas à cette règle, comme on a pu le voir dans les anciennes écluses du canal de Panama. Comment empêcher un cargo de 200 000 tonnes chargé à bloc comme celui-ci d'abîmer sa coque le long des bordures du canal? Coupez les moteurs. Là encore, ce serait une mission impossible sans les grandes inventions du passé. Scott Ramsey, physicien spécialiste des matériaux, se trouve à New York. C'est ici qu'au XIXe siècle, la question du commerce de l'ivoire a mené au développement d'un matériau révolutionnaire. Et cette invention doit beaucoup à un engouement pour le billard. Les fabricants de boules de billard ont joué un rôle non négligeable dans le commerce de l'ivoire. Ce qui était dramatique, c'est qu'une défense d'éléphant de la taille de cette réplique ne pouvait servir à fabriquer que 4 boules maximum, voire même plutôt 2. Quand le commerce de l'ivoire a été interdit, il a fallu faire face à la pénurie. Fellini, un fabricant de boules de billard installé ici même, sur Penn Avenue, a alors proposé une récompense de 10 000 $ à qui découvrirait un matériau de substitution. Des formes primitives de plastique avaient été développées à cette époque, comme ce matériau du nom de parkésine, mais toutes comportaient des défauts. La parkésine, comme les autres formes primitives de plastique, était un mélange de cellulose et d'acide nitrique et sulfurique. On pouvait facilement la mouler pour obtenir la forme souhaitée, mais elle avait tendance à se fissurer, et il était donc difficile de lui trouver une application concrète. John Wesley Hyatt, imprimeur et inventeur d'Albany dans l'État de New York, tombe sur l'annonce du fabricant de boules. Il commence alors à mener des expériences avec différents additifs pour tenter d'améliorer les matériaux existants à base de nitrocellulose. Hyatt a découvert l'importance d'un ingrédient clé, le camphre. On le trouve dans le bois d'un arbre de la famille du laurier. Prenons ce bol de pâte pour représenter des molécules de nitrocellulose. Vous voyez que dans leur état actuel, elles sont collées les unes aux autres et ne pourraient pas vraiment servir à la formation d'un plastique utilisable. Il manque une petite molécule qui ferait le lien pour que les pâtes puissent glisser les unes contre les autres. Dans le jargon moderne, on appelle ça un plastifiant et à l'époque de Hyatt, c'est à ça qu'a servi le camphre. Prenons de l'huile d'olive pour représenter le camphre. Hyatt s'est rendu compte qu'en ajoutant pile la quantité nécessaire, il parvenait à libérer les molécules et à créer un plastique bien plus malléable. Grâce au camphre, Hyatt a inventé un matériau que l'on pouvait facilement modeler, couper, sculpter et polir. Il a ensuite été utilisé non seulement pour les boules de billard, mais aussi pour les fausses dents et les touches de piano. Le matériau inventé par Hyatt était solide et facile à modeler. C'était un substitut parfait à l'ivoire. Il l'a appelé celluloïde, matériau que l'on considère désormais comme l'ancêtre du plastique. Aujourd'hui, c'est un matériau issu du premier plastique de Hyatt qui est utilisé pour faire passer sans dommage les immenses cargos sur le canal de Panama. Il est très important d'avoir à protéger les bateaux qui franchissent les écluses. On a donc placé des sortes de pare-chocs tout le long. Il y en a environ 6 000 entre l'Atlantique et le Pacifique qui évitent un contact trop violent entre les bateaux et les bords des écluses. Les pare-chocs sont en caoutchouc et sont recouverts d'un matériau de masse molaire très élevé. Le polyéthylène de masse molaire très élevée est un thermoplastique extrêmement résistant, avec un coefficient de frottement très faible en cas de contact avec une autre surface. Lentement à bâbord. Coupez les moteurs, à tribord toutes. Pour manœuvrer le bateau, on le fait s'appuyer légèrement contre les pare-chocs pendant que l'eau monte ou descend dans la chambre. Donc, il est très important de protéger à la fois la structure de l'écluse et le bateau.
C'est grâce à des pionniers du plastique comme John Wesley Hyatt que Mario Chong, le pilote, peut manœuvrer les énormes bateaux dans les écluses en toute sécurité. Le revêtement thermoplastique des pare-chocs, grâce à son faible coefficient de frottement, permet aux bateaux de glisser le long de leur surface plutôt que de s'y frotter. Il est censé être à cet endroit-là. Il y a des pare-chocs, donc on doit aller toucher le bord. On ne doit pas s'en écarter. Tribord toutes. Coupez les moteurs. J'essaie d'être au plus près de mon côté, parce que je ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté. Bien, coupez les moteurs. À tribord toutes. Pour le moment, les pare-chocs remplissent bien leur rôle. Je préfère rester près du mur quand je peux le voir qu'essayer de deviner la place que j'ai peut-être de l'autre côté. Merci bien. On y est. Voici l'un de nos bateaux. Il a dû payer 850 000 $ pour emprunter le canal. Mais le fonctionnement de ces énormes écluses pourrait bien causer un vrai bouleversement environnemental. L'une des ressources principales pour le fonctionnement du canal est l'eau. Sans eau, les bateaux ne passent pas. C'est donc l'une de nos préoccupations essentielles. Le canal dépend d'un réservoir artificiel, le lac Gatun, qui lui permet de fonctionner. Bâbord toutes. Lancez les moteurs. Les portes sont ouvertes, on y va. Mais les besoins en eau ont augmenté avec les nouvelles écluses, ce qui constitue une menace aussi bien pour le canal que pour les habitants du Panama. On doit être très vigilant sur notre façon d'utiliser cette eau. Puisque les chambres des écluses sont plus grandes et les bateaux aussi, on a besoin de plus d'eau pour les faire circuler. Les villes de Panama et de Colón ont besoin de l'eau du lac Gatun pour l'eau potable. Donc, la façon dont tu l'utilises est cruciale pour la circulation des bateaux et aussi pour la consommation en eau des villes. Le plus gros problème serait qu'on ne puisse plus faire circuler suffisamment de gros bateaux sur le canal. Face à ce problème d'envergure concernant la consommation d'eau, les ingénieurs vont une fois de plus se tourner vers les pionniers du passé pour trouver une solution. Suzy Şeyi est physicienne. Elle est aujourd'hui à Istanbul, en Turquie, pour y observer l'un des plus extraordinaires chefs-d'œuvre d'ingénierie de l'histoire. Cet exploit technique a transformé ce qui était une petite installation en une vraie centrale électrique. Et son secret est bien caché au-dessous des ruelles de la ville. Voici la citerne basilique. C'est un sublime exemple du génie hydraulique romain. Construite au VIe siècle, c'est la dernière citerne restante des 7 réservoirs d'eau conçus pour garder une eau propre et empêcher son évaporation dans la chaleur des mois d'été. C'est incroyable de se dire que cet endroit extraordinaire a été construit uniquement pour stocker de l'eau. Ça ressemble plus à une cathédrale qu'à une structure fonctionnelle. Elle mesure 140 mètres de long sur 70 mètres de large et elle comporte plus de 300 colonnes en marbre qui soutiennent un plafond s'élevant à 9 mètres du sol. C'est l'empereur romain Constantin qui a inspiré cette merveille d'ingénierie, en décidant de délocaliser la capitale de son empire loin de Rome après une période de guerre civile sanglante. Mais la ville de Byzance, devenue Istanbul, avait besoin d'un système de stockage des eaux. Les ingénieurs romains ont su se montrer à la hauteur.
Les murs font près de 4 mètres d'épaisseur et sont recouverts d'un enduit étanche. Ce réservoir peut contenir environ 80 millions de litres d'eau. Quand il était en activité, tout ce volume était rempli. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la citerne basilique est la dernière section d'un réseau de 250 km de long, fait de canaux et d'aqueducs, que l'on voit aujourd'hui encore dans le paysage de la ville. Ce réseau permettait d'amener jusqu'à la ville de l'eau des montagnes et des forêts, ce qui a fait d'Istanbul l'un des centres les plus importants du monde. Ce système a été tellement bien conçu que la seule énergie nécessaire pour transporter l'eau était la gravité. C'est incroyable de voir le niveau de génie hydraulique utilisé pour construire cette ville. Sans ces ingénieurs, la ville n'aurait jamais eu la portée qu'elle a eue. Cette magnifique structure était encore utilisée par les sultans ottomans près de 1400 ans après sa construction. Sous la supervision de l'ingénieur en chef Cheryl George, les équipes du chantier d'élargissement du canal se servent de cette idée d'un réservoir d'eau alimenté par la gravité. Tout cela afin de recycler au maximum l'eau utilisée dans les écluses. Le principe, c'était de créer des bassins de récupération d'eau pour limiter la quantité d'eau utilisée à chaque ouverture ou fermeture des nouvelles écluses. Chacune des nouvelles écluses comporte 3 bassins de retenue adjacents, disposés à 3 hauteurs différentes. Au lieu de déverser l'eau dans les écluses, puis dans l'océan, le précieux liquide est conservé dans ces bassins. Lorsque l'écluse se vide, l'eau passe tout d'abord dans le bassin le plus haut, puis celui du milieu, puis le plus bas. À ce moment-là, l'eau restant dans le fond de l'écluse est transvasée dans l'écluse suivante. Pour remplir l'écluse à nouveau, on prend d'abord l'eau du bassin le plus bas, puis celui du milieu, et enfin du plus haut. Pour finir, on remplit l'écluse avec l'eau du canal. Ce système, qui ne nécessite que la force de gravité, est un dispositif complexe de contrôle des vannes. Il est essentiel à la durabilité du nouveau canal. Grâce à ce système qu'on a mis en place sur le canal élargi, on économise 60% d'eau. Ça fait un volume énorme et on a réussi. Ça fonctionne sans aucun problème. Ce système harmonieux permet à Mario, le pilote, de manœuvrer sans problème des cargos modernes, gigantesques, le long du canal et dans les écluses, pour traverser les Amériques en un temps record. Le meilleur moment, quand on est pilote sur le canal de Panama, c'est quand on débarque, qu'on fait signe au capitaine et à tout l'équipage. Le fait de voir ces bateaux s'éloigner vers l'océan, ça donne un sentiment de devoir accompli. Je sais que j'ai fait du bon boulot et que l'équipage est en route pour de nouvelles aventures. Coupez les moteurs. Capitaine, vous avez gagné un nouveau pilote. Le projet d'élargissement du canal de Panama fut un chantier titanesque. La construction d'un canal à la hauteur des objectifs du XXIe siècle a constitué un réel défi technique et a poussé les ingénieurs jusqu'aux limites de l'ingénierie. En tant qu'entrepreneur, on peut être fier du résultat. Regardez ce qu'on a construit. Tout s'est passé comme prévu. On a promis quelque chose à ce pays et à l'industrie maritime. Et le fait de voir tout cela fonctionner, de voir les bateaux franchir les écluses, cela nous procure à tous un grand sentiment de fierté. Grâce aux inventions de grands pionniers du passé qu'ils ont adaptées, agrandies et complétées de leurs propres innovations, les ingénieurs et les concepteurs de l'élargissement du canal de Panama ont réussi à rendre l'impossible possible. C'est un rêve qui se réalise. Tout le monde rêverait d'une mission pareille. Pour un ingénieur, c'est extraordinaire.